Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi d'être parmi vous, ravi d'inaugurer d'ailleurs ce cycle de conférences des mercredis du savoir. Euh, Ravi aussi de pouvoir partager avec vous mes lectures, mes réflexions, mon expérience relativement à ce thème des fake news, qui est un thème, et je pense que pas mal d'auteurs, et y compris ma collègue ici qui travaille aussi sur ce thème, seront d'accord pour dire que c'est un thème complexe. Il n'y a qu'à voir la diversité des commentateurs, acteurs, chercheurs qui travaillent sur ce thème, aussi bien des spécialistes des médias que des politistes, politologues, que des psychologues comme moi. Et donc je pense que ça illustre bien le fait qu'il faut d'une pluralité de points de vue, d'expertise, pour essayer de démêler ce qu'est vraiment ce phénomène des fake news, dont on va voir qu'il n'est pas nouveau, qu'il est plutôt une accentuation de tendances qui existaient déjà, euh, les mensonges en politique, les manœuvres de désinformation, d'intoxication dans le domaine du renseignement, des services secrets ont toujours existé, le fait que des gouvernants déforment la réalité, la manipulent dans leur intérêt pour influencer les foules, quasiment toujours existé. Il y a beaucoup de termes qui viennent connexes à ce terme de fake news. On entend infox, désinformation, réinformation, fait alternatif pour les plus polémiques. Donc, ravi de pouvoir contribuer à éclairer toutes ces questions et aussi ravi de pouvoir réfléchir aux enjeux et à ce que ça peut révéler, qui selon moi est tout aussi important, euh, car un élément que je vais donner tout de suite en introduction, c'est que les fake news, dans certains domaines, ont bien moins d'impact que ce qu'on prétend et que ce qu'on a comme impression. Et donc l'important, c'est de se baser sur des études sérieuses et aller au-delà des lectures faciles et des analyses superficielles. Voilà pour l'introduction. Donc j'ai été présenté, je ne reviendrai pas dessus, juste en une phrase pour dire que je me situe au carrefour entre la cognition, tout ce qui est apprentissage, raisonnement, croyance, et d'autre part les nouvelles technologies. Je m'intéresse à nos usages des nouvelles technologies, nos usages des réseaux sociaux, d'Internet, l'impact des écrans. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le smartphone a pris une place dans la société qu'elle n'avait pas il y a 10 ans, et que on est tous d'accord. Et je pense aussi qu'on est tous d'accord, et là c'est rare de dire tous, pour parfois déplorer sa présence trop importante, trop intrusive. Il vous est sûrement arrivé euh, de critiquer intérieurement ou ouvertement le fait que quelqu'un passe trop de temps sur son écran, mais vous-même vous retrouvez tout à fait critiquable là-dessus. Je reçois des parents qui se plaignent que leurs enfants sont complètement collés à leur téléphone, mais en séance ou dans la salle d'attente, ils sont eux-mêmes collés à leur téléphone. Donc c'est compliqué de faire la leçon à ces enfants quand nous-mêmes, nous ne sommes pas irréprochables. Donc l'impact des nouvelles technologies, la réalité virtuelle, c'est un autre sujet, une autre question. Et du coup, l'impact des technologies sur notre rapport aux informations. On pourrait dire que les fake news soulèvent aussi cette question. Alors, démarrons. Et d'emblée, je tiens à préciser que c'est un domaine qui nécessite de s'appuyer sur des auteurs sérieux. Alors, la mise en page s'est un peu modifiée suite au passage entre un logiciel et PowerPoint, donc mes excuses pour les petits décalages. Donc les auteurs sérieux, alors ce n'est pas une liste exhaustive, mais selon moi, voici des auteurs qui sont expérimentés, sont rigoureux dans leur approche de cette question, et je les citerai à plusieurs reprises pour faire un travail sérieux de citation, tandis que vous aurez à disposition sur le site de la FDE et aussi avec les marque-pages qui vous ont été distribués grâce au QR code, donc de manière très pratique, technophile, je dirais, avec le QR code, accès aussi bien aux diapositives, aux liens vers les vidéos que cela mène,
et également à une carte mentale. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'amateurs de cartes mentales. Vous voyez cette présentation en arborescence des informations qui permet de représenter un ensemble d'informations de manière un peu visuelle, structurée, catégorisée, plutôt que linéaire. Donc, vous aurez aussi à disposition une carte mentale qui présente les éléments essentiels de cette conférence. Alors, l'idée, c'est d'évoquer les fake news, de donner sa définition, d'évoquer les vocables liés aux fake news, donner ses caractéristiques principales, ses spécificités. Et là, vous avez un bout de carte mentale, justement, qui sera à votre disposition, où vous aurez du coup les différentes formes de fake news que je vais évoquer, que vous aurez dans le détail dans ce document. Les moyens d'action. Mais avant cela, nous allons étudier quelles sont les causes, quels sont les facteurs qui expliquent que ce phénomène prenne tant d'ampleur, les conséquences que cela a, et du coup, une réflexion sur ce que cela révèle, quels sont les enjeux derrière cette problématique de fake news, d'accès à des informations tronquées, biaisées, les difficultés à faire le tri. On va voir que ce n'est pas toujours évident de faire le tri entre notre façon d'appréhender une information et de la catégoriser. Et donc le plan sera le suivant: définition, description, impact, conséquence, contexte et responsabilité. Je prends le parti avec certains auteurs de pointer des responsabilités d'acteurs qui contribuent à ce phénomène. Les moyens d'action et donc ce que cela révèle. Un premier exemple de fake news, lors d'événements violents au stade Vélodrome, donc cette information a été largement diffusée. Elle a été reprise par des journalistes sérieux. Un ministre a été questionné en direct sur ses commentaires éventuels sur cet événement. Et il s'avère que c'était donc une fake news, un montage photo assez grossier. Et ce montage photo grossier a été décortiqué depuis et même utilisé, c'est un cas d'école maintenant, dans des ateliers, dans des écoles, avec une intervenante, Marie-Rose Farinella, que je vais présenter un peu plus tard, et même de jeunes écoliers du CM1, CM2, qui ont été un minimum entraînés, ont tout de suite vu les incohérences, ne serait-ce que visuelles, de cette photo. Un premier exemple. Donc en fait, le monsieur armé d'une pelle n'était pas au stade de Vélodrome. Et le ministre qui a été questionné était bien coincé de pouvoir justifier comment est-ce que quelqu'un a pu rentrer au stade avec une pelle. Un deuxième exemple, alors je mets un point d'exclamation, le terme fait alternatif. Peut-être que certains ont été marqués comme je l'ai été. Juste après la cérémonie d'investiture de Donald Trump, en janvier 2017, le porte-parole officiel a annoncé qu'il n'y a jamais eu autant de monde présent lors d'une investiture de président aux États-Unis. Il s'avère que si l'on compare, alors c'est très facilement vérifiable, avec la photo de l'investiture de Barack Obama 2 investitures avant, en 2009, la différence est claire, il y avait beaucoup plus de monde pour l'investiture de Barack Obama. Et quand du coup une proche collaboratrice de Donald Trump a été interrogée sur cette déclaration du porte-parole, elle a dit que c'était un fait alternatif. Donc, fait alternatif. Heureusement, il y a eu des journalistes pour lui répondre assez vertement que c'était une contre-vérité, un mensonge en termes diplomatiques. Et ça vous illustre les déformations que peuvent prendre le rapport avec le principe de réalité. Terme psychologique, psychanalytique, si vous le souhaitez, mais avec la réalité factuelle, objective, objectivable, partageable. Et donc, du coup, ça questionne, en petite parenthèse, quels sont les critères d'une information, avant de parler de fake news. Une information, c'est d'abord quelque chose de factuel, qui peut être vérifié, qui se partage selon une acception de ce qu'est le monde tangible, observable. On pose une caméra, on filme, on a plusieurs témoins, on se met d'accord sur l'événement réel qui a lieu, sans rentrer dans des réflexions philosophiques sur la question du réel. Deuxièmement, c'est une information vérifiée. C'est quelque chose qu'on va évoquer un peu plus tard.
sachant que dans les cours d'introduction auprès des jeunes pour développer un socle de compétences à la gestion des informations, pour contrer les fake news, etc., on les accompagne justement à travailler cette question de vérifier la source des informations, recouper les sources. Donc c'est le deuxième point. Le troisième, c'est l'intérêt. Tel site ou tel journal va mettre en avant des informations dans l'intérêt de son public. Un journal sportif ne va pas mettre en avant les mêmes informations qu'un journal People. Donc on peut en conclure que les fake news sortent complètement du cadre des informations, puisque plusieurs de ces paramètres manquent, et on va tout de suite donner une définition et se mettre d'accord sur le fait que fake news, c'est l'équivalent anglais d'infox, qui a été le terme mis en avant, suggéré par la commission d'enrichissement de la langue française, paru Journal officiel. Information mensongère ou délibérément biaisée, répandue à diverses intentions, favoriser un parti politique au détriment d'un autre, entacher la réputation d'une personnalité, contredire une vérité scientifique établie. Cela me semble une des multiples définitions qui est valable, plutôt exhaustive, et en tout cas acceptée au niveau officiel, au niveau de la langue française, si on peut dire. Au niveau des fake news, que l'on peut dire, un terme qui revient fréquemment chez beaucoup d'auteurs, c'est le fait que c'est une information falsifiée, forgée, qui est construite avec une intention. Une fake news prend souvent la forme esthétique d'une information journalistique. Sans lire le texte, on aurait l'impression que c'est une dépêche ou que c'est un article de journal. Donc il y a une forme, une esthétique du fake news. Une autre caractéristique, c'est que les personnes qui sont convaincues d'une information, y compris fausse, peuvent se retrouver dans une situation où où le fait de les stigmatiser, ou le fait de vouloir les faire changer d'avis peut accentuer leur croyance, leur certitude en cette information. Nous verrons cela un peu plus tard, quand on parlera des ateliers d'éducation contre les fake news. On peut dire que les intentions qui sont les plus fréquentes derrière un créateur de fake news ou quelqu'un qui diffuse une fake news, c'est la négligence, on le verra, l'humour, on parlera de sites parodiques tels que le Gorafi, qui est assez médiatisé, mais il y en a d'autres. Donc à savoir une information fausse, mais volontairement fausse et présentée comme telle, assumée comme étant une fausse information. Il n'y a pas de volonté de nuire ou de tromper pour les sites parodiques d'humour. Le buzz, et là on parlera de l'économie des fake news dans le sens où il y a beaucoup de diffusion de fausses informations, car il y a des lecteurs qui sont preneurs de ce type d'informations, et ça engendre dans l'économie des fake news tout un tas de revenus. Donc il y a des personnes dans le monde qui se font des revenus allant jusqu'à 2 000, 3 000, voire 10 000 euros par mois quand ils deviennent des professionnels de la diffusion, de la création de fake news. On verra les détails un peu plus tard. Mais bien sûr, il y a aussi la volonté de convaincre. Dans le domaine politique, c'est ce qu'on évoquera. Et la volonté de nuisance dans le domaine politique, également dans le domaine économique, dans le monde des entreprises. On aura des illustrations. Donc la forme des fake news, on l'a évoqué, le fait que les fake news sont très liées aux nouvelles technologies. Le fait que leur diffusion soit accentuée, soit favorisée, l'est de par les nouvelles technologies. Une étude de 2019 a montré qu'une information fausse, comparable à son équivalent vrai, se diffuse 7 fois plus vite. 6 fois plus vite, mais qu'elle a 70% de chances supplémentaires, comparées à la vraie information, d'être diffusée. Il y a 70% de probabilité de chances supplémentaires de diffuser une fausse information qu'une vraie, à domaine égal, comparable, thématique. L'effet boomerang, on reviendra dessus,
Et ça nous permettra de faire le lien entre fake news, fausses informations, et les théories conspirationnistes, complotistes. Car il y a un soubassement commun qui est notamment les tendances typiquement humaines, si humaines, en termes de fonctionnement cognitif. On va voir les biais de raisonnement, on va voir des effets psychologiques, des phénomènes qui contribuent à ce que tout un chacun aussi puisse partager, diffuser, peut-être pas créer, des fausses informations. Parmi les différents types de fake news, il y a le détournement, le fait de prendre une photo et de modifier le commentaire qu'on fait de cette photo en évoquant un autre lieu que là où elle a été prise. Donc on verra un exemple où une photo de piscine municipale est quasiment remplie de personnes de couleur, noires, et ça a été diffusé par un militant d'extrême droite qui prétendait que c'était une piscine municipale de telle ville. Et c'est un fake news facilement démontable par des pratiques de moteur, en utilisant un moteur de recherche d'images inversé. C'est-à-dire que vous copiez-collez la photo dans un moteur de recherche, Google, TinEye, vous aurez les références, et vous pouvez voir où ailleurs sur Internet, quand auparavant cette même photo a été partagée. Donc c'était une manipulation, c'était une information forgée, constituée avec une intention politique. Il y a aussi l'usage de faux comptes. Le fait de, alors ça a été fréquent sur Twitter, c'est le fait de créer un compte au nom de telle personnalité pour l'alimenter de contenus complètement opposés, par exemple, à ce que peut diffuser cette personnalité au sens très large pour alimenter une cause, convaincre ou nuire à cette personnalité. Je vois qu'il y a une main qui s'est levée. Je précise juste qu'on a un temps conséquent, hein, d'au moins une bonne demi-heure à la fin de la conférence pour échanger de manière interactive. Donc n'hésitez pas à garder vos réponses pour vos questions pour après, sauf si ça vous brûle ou si vous trouvez qu'il y a quelque chose de scandaleux dans ce que je vous présente, levez quand même la main. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle d'effacement. Le fait de créer une page Internet analogue à une page officielle, imaginons Le Monde, de copier esthétiquement cette page Internet et de la remplir de contenu autre. On peut aussi parler de fake news quand des faux documents sont créés ou sont modifiés. Il y a eu plusieurs scandales qui comparaient les familles qui ont des ressources sociales et les familles qui n'en ont pas, expliquant qu'il vaut mieux ne pas travailler et profiter des subventions sociales, des ressources publiques de l'État, des subsides. Ça a été, entre guillemets, débunké, comme disent les jeunes, et c'était un faux. Les personnes qui font ce genre de choses, parfois, utilisent aussi des bots, des robots, pour massifier, automatiser le partage. Et on l'évoquera. On l'évoquera notamment, je vous le dis tout de suite, pour illustrer le fait que ces bots, ces robots, ont bien moins d'impact que ce qu'on ne prétend. Donc c'est aussi une des intentions de cette conférence, de contribuer à illustrer, à prouver que certaines idées très répandues peuvent en fait être fausses, être contre-intuitives. Mettons-nous d'accord sur le vocable. Fake news, infox, on va dire que c'est équivalent. Intox, on l'utilise peu. Fausse nouvelle, c'est un terme qui, en fait, est relatif à la loi de la presse de 1881. Donc, il y a déjà existant une loi qui est censée réguler ce domaine. Et on évoquera aussi la loi de 2018, dite loi fake news, un peu plus tard. Donc, détournement d'images ou de vidéos, faux compte de personnalité, d'effacement, faux documents, pseudo-articles de blog. Il y a un grand nombre de blogs tenus soit par des personnes à visage découvert, soit par des pseudonymes, qui diffusent des fausses informations, qui ont des partis pris sans présenter la partie adverse, qui sont complètement orientés, et qui diffusent des fausses informations.
Donc là, vous voyez le petit cube qui représente un peu le cadre, qui représente les critères de ce qu'on peut appeler une information. Et là, je vous présente d'autres termes, juste pour vous aider à bien décortiquer et à distinguer les termes. On peut aussi parler de propagande, d'intoxication, réinformation, désinformation. Réinformation, on l'a évoqué un peu plus tôt. Désinformation, on peut dire que dans le cadre de ce groupe de mots, propagande, intoxication, réinformation, désinformation, il y a une intention derrière. Vous voyez ici, présenté dans ce cadran, on peut représenter l'ensemble de ces termes sur un premier axe vertical selon la réception qu'on peut avoir de l'information, avec plus ou moins d'humour ou alors avec plus ou moins de sérieux. Sur l'autre axe horizontal, on peut prendre le parti de l'émetteur. Est-ce que c'est une information qui est faussée de manière intentionnelle ou involontaire? Donc les termes que je viens d'utiliser là sont tout en haut à droite, car il y a une intentionnalité forte. La réinformation, dont on va voir un exemple, consiste à diffuser une information fausse, de l'assumer et d'exprimer qu'elle a pour but de faire prendre conscience, de mettre à jour une réalité de la société. Par exemple, l'exemple de la piscine tout à l'heure, remplie de personnes de couleur, alors que c'était faux. C'était une photo qui avait été prise au Sénégal. Avais-je été clair là-dessus? C'est un exemple de réinformation dans la mesure où la personne qui diffuse cette information l'assume et explique que ça vise à illustrer une vision xénophobe, raciste, et le fait que cette photo n'ait pas été prise à tel endroit est secondaire. Donc le principe de réalité est mis au second plan et mis en avant la volonté de convaincre, de faire prendre conscience, et la fin justifie les moyens. La désinformation, c'est un terme, et l'intoxication, c'est des termes qui viennent davantage du monde des services de renseignement ou d'information économique, où on vise à nuire en diffusant une fausse information. Par exemple, le groupe Vinci, en 2016, il y a eu une fausse information qui prétendait que le directeur financier allait être condamné ou était condamné pour des faits de malversation. Le cours de bourse a été suspendu, fait rare, le calcul montait à 7 milliards d'euros, les conséquences au niveau financier pour le groupe Vinci. C'est un exemple de désinformation, intoxication intentionnelle et qui profite à ses auteurs. Tandis que le terme de propagande est un terme qui se réfère à la politique. Il est maintenant reconnu, y compris dans les livres d'histoire, que l'Angleterre, les États-Unis, lors de la Première ou Deuxième Guerre mondiale, visaient à influencer l'opinion publique, visaient à la convaincre de l'utilité, de la pertinence d'entrer en guerre contre l'Allemagne. Et pour cela, cet auteur, Ponsonby, en 1928, a de manière assez pertinente décortiqué 10 points qu'il estimait être les intentions sous-jacentes des organes étatiques. Il y avait des bureaux de propagande qui portaient ce terme. Les intentions sous-jacentes de cette propagande, qui avaient fréquemment beaucoup de moyens, des moyens financiers, ils pouvaient avoir recours à des auteurs, des artistes, communiquer par l'intermédiaire de publicité, mais également de fiction, de romans, pour influencer, embrigader, endoctriner les masses au sens large, tel qu'il l'utilisait, tel que ce terme était utilisé de manière péjorative. Notre camp ne veut pas la guerre, l'adversaire est responsable de la guerre, l'adversaire est moralement condamnable, la guerre a de nobles buts, l'ennemi commet des atrocités délibérées, pas nous, il subit bien plus de pertes que nous, Dieu est avec nous, le monde de l'art et de la culture approuve notre combat. Vous voyez le lien que je faisais avec le monde de la création, de la littérature, de la fiction. L'ennemi utilise des armes illicites, pas nous. Ceux qui doutent des 9 premiers points sont soit des traîtres, soit des victimes. Voilà tout un tas d'éléments constitutifs d'un storytelling global qui a eu une réelle influence. Des études depuis ont montré que aujourd'hui on utilise les termes de relations publiques dans ce genre de domaine. Le terme propagande ne passe plus, est péjoratif.
Mais avant la Première Guerre mondiale, Édouard Bernays, vous aurez toutes les références, il y a eu des documentaires sur Arte qui l'évoquaient très bien, a contribué à rendre populaire la consommation d'abat, qui était très impopulaire, par nécessité, car économie de guerre l'expliquant, il était dans l'intérêt du pays de favoriser la consommation d'abat. Voilà pour illustrer les racines un peu de la propagande et les liens qu'il y a avec les fake news. Vous avez ici un exemple de réinformation. Alors ici, nous avons un extrait d'une chaîne YouTube qui s'appelle Hygiène mentale, que je vais évoquer ensuite, tenue par Christophe Michel, qui est un auteur, un youtubeur sérieux, qui s'intéresse au développement de la pensée critique, à sa diffusion, et qui collabore avec Marie-Rose Farinella, qu'on va voir un peu plus tard, qui a créé depuis 2014 des ateliers à destination des élèves de CM1, CM2, et elle intervient du coup lors de 14 séances pendant l'année. On va voir ça un peu plus tard. En tout cas, ils collaborent ensemble à cette chaîne, et on va voir un extrait pour illustrer ce qu'on entend par réinformation. Cet internaute s'est fait remarquer cet été en postant ce tweet pendant la Coupe du Monde. Il montre un immeuble de Paris recouvert de drapeaux algériens. En réalité, il s'agit d'un immeuble à Alger, un tweet depuis effacé. Cet homme le voici. Il a accepté de nous rencontrer. Ancien élu UMP, il a été adjoint au maire d'une commune de la région parisienne pendant 20 ans. Aujourd'hui, il utilise Internet comme principale tribune pour propager ses idées. On fait de la réinformation, c'est-à-dire qu'on informe sur des choses qui se sont passées réellement et que la presse classique n'a pas osé montrer. Nous montrons à Franck Guyot cette photo qu'il a postée. On y voit un bus bondé qui roule les portes ouvertes. Il indique que la scène se passe à Paris. La photo vient en fait du Maroc. Oui, ben c'était pour provoquer effectivement un peu la ministre sur les transports gratuits à Paris. Mais c'est pas à Paris. Il faut provoquer. Oui, non, c'est pas à Paris. Il a donc détourné volontairement cette photo et celle-là, il a choisi de ne pas la retirer. Oui, ben je la laisse. Peu importe. Bah, je la laisse, parce que je ne vais pas toutes les retirer. Je veux dire, à un moment donné, il faut assumer ses tweets. Voilà, bon. Mais si ça passe au travers. Ça passe au travers, on la laisse, oui. Nous lui montrons une autre de ses photos. Postée au mois d'août, on y voit une file de personnes toutes de couleurs avec des caddies remplis d'écrans plasma. Franck Guyot a voulu illustrer le détournement de l'allocation de rentrée scolaire. Problème, l'image d'origine date en fait de 2009 et représente les soldes dans un supermarché en Martinique. Est-ce que ça, c'est pas du fantasme? Non, c'est pas du fantasme, c'est l'illustration. De l'illustration. L'illustration, c'est l'illustration de ce qui un peu qui se produit dans la réalité. Est-ce que dans cette bataille d'idées, tous les coups sont permis? Oui, en politique, tous les coups sont permis. Sur son profil, Franck Guyot se présente comme membre de l'UMP, appartenant au courant de la droite populaire. Une manière de crédibiliser ses messages. Voilà, je pense que c'est assez équivoque. Est-ce qu'il y a des réactions à chaud, brièvement? Condamnable. Condamnable, ce monsieur. Oui, je pense, moi personnellement, je pense que c'est très grave. Très, très grave. Il y a plusieurs auteurs qui évoquent le fait que ça questionne comment est-ce qu'on peut laisser faire ce genre de choses. Quel pouvoir au niveau légal on peut avoir sur ce genre de déclaration, et le fait que cette personne l'assume, c'est ça qui est très fort. Voyons l'impact, les conséquences de ce phénomène dans le domaine de l'économie, de la finance, rapidement. J'évoquais tout à l'heure Vinci. Une étude allemande a montré que plus de 35% des entreprises en Allemagne ont souffert d'informations fausses
concernant des cours boursiers, concernant tel ou tel employé au cadre de l'entreprise, et que ça a eu des effets pour ces entreprises qui sont difficilement chiffrables, et fréquemment les entreprises ne souhaitent pas toujours, de manière complètement transparente, communiquer sur les conséquences que cela peut avoir. Dans le domaine de la santé, il y a un phénomène qu'on appelle dérive médiatique. C'est le fait que des journalistes diffusent des informations tronquées, biaisées, imprécises, pour prendre le cas très polémique de la vaccination et tout ce courant de personnes qui refusent de vacciner leurs enfants. Il faut savoir que un des noyaux principaux qui a lancé cette dynamique, c'est une étude scientifique parue dans un journal de Lancet en 2007, qui évoquait des liens entre vaccination et autisme. Depuis, les auteurs se sont rétractés, l'organe de publication scientifique s'est rétracté, a fait des déclarations répétées. Ça n'a pas empêché que ce phénomène de anti-vaccination se propage. On verra qu'il y a un biais cognitif qui peut contribuer à cela. Et la dérive médiatique est illustrée notamment par ce genre de situation. Ça consiste à ce que, suite à cet exemple qui vient du domaine scientifique, il y a ensuite son traitement médiatique, le travail journalistique qui est fait là-dessus. Et donc, dans le domaine scientifique, il est fréquent, on appelle ça la malinformation, la mésinformation. Il est fréquent que des journalistes manquent de rigueur, fassent des raccourcis, fassent des extrapolations dans leur manière de rapporter les informations scientifiques. Et le nom de dérive médiatique illustre cela pour dire que le terme de dérive est mis en avant pour illustrer que face à un événement comme celui-ci, il peut se passer plusieurs jours, voire des semaines, avant que la réalité, entre guillemets, soit rétablie. Il y a quelques années, un phénomène analogue avait eu lieu de dérive médiatique. Une étude avait mis en avant le fait qu'il y avait la part de hasard dans l'advenue du cancer était plus importante que ce qu'on pensait à ce jour. Cette étude a été reprise, déformée pendant 2 semaines avant que l'Organisation mondiale de la santé, au vu de l'ampleur que cela prenait, ne mette en œuvre les moyens pour occuper le marché cognitif, occuper suffisamment la scène pour, entre guillemets, éteindre ce phénomène. Je reviendrai sur ce terme de marché cognitif. C'est un terme qui est utilisé par Gerald Bronner, un des auteurs que j'ai présenté au tout début. Entendons-nous sur ces termes, c'est intéressant. Le marché cognitif, c'est une image mise en avant par cet auteur pour illustrer cet espace fictif, virtuel de notre esprit, dans lequel se construit notre vision, notre perception du monde. Dedans, il y a nos hypothèses, nos croyances. Et pourquoi marché cognitif et produit cognitif? Je vais vous donner des illustrations. L'explication de l'origine de l'homme par la Bible, c'est un produit cognitif. La théorie de l'évolution, c'est un produit cognitif concurrent. On ne peut pas être d'accord avec les deux, ou de manière... c'est délicat, on peut être en dissonance, comme on dit. Un autre produit cognitif, c'est le fait de parler de la religion chrétienne dans une société tenue par les talibans. C'est un produit cognitif qui n'est pas en libre circulation dans un pays théocratique. Il y a des produits cognitifs qui ont moins de succès que d'autres. Les platistes, ceux qui sont persuadés que la Terre est plate, disons que c'est un produit cognitif qui n'a pas beaucoup de succès. Parenthèse, alors là je me moque un peu, certains pensent que donc la Terre est plate, qu'on est entouré par un pôle, alors je ne sais s'ils estiment que c'est le pôle nord ou le pôle sud, et ils estiment que toutes les informations qui disent qu'on a traversé le pôle sud ou le pôle nord sont fausses, personne n'aurait traversé aucun pôle, et qu'on est donc entouré par un pôle, et personne n'est allé au-delà.
donc on vit sur un disque. Il y a des personnes qui croient ça. Une autre illustration de l'impact des fake news, des fausses nouvelles, c'est sur la façon dont on mène nos débats, nos conversations. Paul Gris, dans ses maximes conversationnelles, a très justement dit que pour pouvoir échanger, pour pouvoir débattre, il y a des conditions minimales à réunir, selon un principe de coopération. C'est-à-dire que pour débattre, pour échanger avec quelqu'un, il faut un minimum la respecter, la considérer, pour poursuivre l'échange, rester en communication avec l'autre. Il y a, deuxièmement, la nécessité de se mettre d'accord sur des faits partagés. Dans le domaine des fake news, ce qu'on entend souvent, c'est que quand l'un n'est pas d'accord avec l'autre, il l'accuse de s'appuyer sur des fausses informations. Ce faisant, il peut le disqualifier, estimer, faire comprendre de manière plus ou moins explicite, frontale, que cette personne s'illusionne, que ça ne tourne pas bien, qu'elle déraille, qu'elle ne raisonne plus. Et le sociologue et linguiste Erving Goffman dit qu'on peut appeler ça faire perdre la face à son interlocuteur. Ça a dû peut-être vous arriver lors d'une discussion, d'un débat un peu houleux. L'un s'emporte, peut devenir injurieux, quitte la discussion. Les conditions minimales d'échange ne sont plus réunies. Donc c'est un des effets, un effet micro des fake news. L'autre effet, plusieurs auteurs mettent ça en avant, c'est les prétendues conséquences que ça a sur le fonctionnement démocratique. Une illustration, Emmanuel Macron, alors qu'il était encore ministre de l'économie, en 2016, a commencé à être victime d'une diffusion de fake news disant qu'il ne souhaite pas que quand il serre la main d'ouvrier, il se lave les mains après. En fait, c'est parti d'un article du Gorafi, un article humoristique. Pendant plusieurs mois, cette information fausse a été reprise de manière sérieuse. Il y a même eu des démentis officiels. Et près d'un an après, lorsqu'il a visité l'usine de Whirlpool à Amiens, le Gorafi n'a pas manqué de malice puisqu'ils ont republié sur Twitter cet article et ça lui a à nouveau été lancé au visage. Et certains disent que du coup ça parasite le fonctionnement démocratique. Ça vient compliquer la communication. Est-ce qu'il l'a dit? Est-ce qu'il l'a fait? Certains resteront convaincus que oui, d'autres non. Ce qui est intéressant comme phénomène, pour illustrer ce que j'avais évoqué un peu plus tôt, à l'inverse de l'effet boomerang, donc le fait de vouloir convaincre votre interlocuteur que c'est une fake news. Et l'effet boomerang consiste à ce que quand vous voulez intervenir, quand vous voulez essayer de, entre guillemets, réparer les choses, il se braque, de convaincu, il passe à militant, donc vous avez un retour de bâton. À l'inverse de ce phénomène-là, vous avez aussi le fait que certains ne tombent pas dans ces rumeurs-là. Il y a des auteurs, un analyste qui a mis en avant le fait que des fausses informations qui auraient circulé sur Emmanuel Macron n'ont pas particulièrement atteint une grande partie de son électorat parce qu'il s'estimait au-dessus des rumeurs. Donc c'est aussi un phénomène existant par rapport aux fake news. Parenthèse fermée, revenons aux effets potentiels sur le fonctionnement démocratique, notamment sur les élections. Les fake news ont été beaucoup médiatisées pour essayer d'expliquer l'élection de Trump ou essayer d'expliquer le Brexit du Royaume-Uni. On verra un peu plus tard qu'en fait, les effets sont bien moindres que ceux supposés ou médiatisés. D'où l'importance de s'appuyer sur des études. Une caractéristique de cette thématique des fake news, c'est qu'il y a beaucoup de médiatisation, beaucoup d'interprétations sur le phénomène et ses effets qui circulent, mais à l'inverse, les études sérieuses sont relativement peu médiatisées. Et c'est tout l'intérêt de cette conférence que de diffuser des résultats d'études sérieuses. Donc il est important de faire la part des choses entre les peurs et
des études qui essayent de faire le tri entre l'impact réel et l'impact supposé fantasmé. Au niveau du fonctionnement démocratique, on évoquait le cas des élections. Une étude de 2018 qui fait date, qui est reconnue comme étant vraiment sérieuse, de Yoshai Benkler et collaborateurs, affirme que non, les fake news n'ont pas d'impact significatif sur les élections. Ni les fake news, ni les soi-disant bots robots sur les réseaux sociaux qui diffuseraient, massifieraient la diffusion de fausses informations, ni l'intervention d'officines, d'organes clandestins qui viseraient à diffuser des fausses informations, on reviendra dessus. Et donc il est important de se baser sur ce type d'études, et Dominique Cardon tire 4 enseignements des études les plus sérieuses dans ce domaine de l'impact des fake news sur le fonctionnement démocratique. Premièrement, il dit qu'il faut se méfier des grands chiffres de l'Internet. On entend fréquemment des millions de tweets, des millions de partages de telle information. Or, rapporté à l'activité d'Internet au même moment, ça peut être négligeable. Ici, durant la campagne américaine de 2016, les 20 fake news les plus partagées ont cumulé 8,7 millions de partages, commentaires. Ça ne représentait que 0,006% des échanges sur Internet pendant la même période. Donc le chiffre paraît très important, mais il faut le remettre dans la perspective de la masse d'échanges sur Internet. Olcott et Gensko ont montré qu'en fait, l'exposition aux fake news ne signifie pas automatiquement que cette fausse nouvelle a un effet, a un impact sur le comportement de la personne, notamment les lecteurs. 8% seulement des personnes qui ont été touchées, ont vu, lu ou entendu une fake news, ont cru en cette fake news. Seulement 8%. Au niveau des effets, une autre étude de 2014, alors qu'il est important de dire qu'il est complexe d'étudier l'impact réel au niveau d'une personne, d'une fake news, complexe au niveau méthodologique, au niveau de la recherche, cette étude de 2014 met en avant le fait que sur 2 catégories de population, ceux qui ont été soumis à des publicités politiques sur Facebook et ceux qui n'ont pas vu de publicité politique sur Facebook, si on compare les deux, aucun n'a été davantage influencé, marqué par la publicité politique. Aucun ne l'a mieux mémorisé. Autre chiffre, il faut avoir à l'esprit que dans le domaine politique, 10% de l'électorat de Donald Trump durant la campagne de 2016, les 10% les plus convaincus ont été ceux qui ont été témoins de 65% des fake news. Cela illustre le fait que l'électorat américain, dans cette période de ces 4-5 dernières années, c'est l'électorat le plus convaincu qui est le plus victime de fake news. 1% des usagers de Twitter ont été victimes de 80% des fake news. 0,1% des usagers de Twitter ont relayé 80% des fake news. Donc, la conclusion des auteurs, il y a un consensus chez les auteurs les plus sérieux, scientifiques, pour dire que dans le domaine politique, les fake news ont un impact qui n'est pas significatif. Et on y reviendra dans la conclusion, il faut veiller à ce que on n'attribue pas aux technologies un pouvoir qu'ils n'ont pas, un impact qu'ils n'ont pas. Voyons un peu le contexte dans lequel les fake news se sont développées.
Disons que un premier facteur qui décrit ce contexte, c'est l'explosion des contenus des informations sur Internet depuis une vingtaine d'années. Il y a 1,7 milliard de sites Internet. Mais il faut préciser que seulement 200 000 sont actifs. L'autre point, c'est la modification de ce qu'on appelle la prise de parole publique. Dominique Cardon l'illustre très bien par ce cadran. Vous avez à gauche, en haut à gauche, en bas à gauche, le fonctionnement de la prise de parole publique avant l'avènement et le développement du web. Ça consistait principalement à ce que des professionnels parlent de personnalités dans des médias, des journaux, face à des lecteurs silencieux. L'autre possibilité, c'était des professionnels qui parlent ici, entre guillemets, les quidam, les tout-venants. Donc en haut à gauche, en bas à gauche. À droite, en haut à droite, en bas à droite, depuis l'avènement et le développement du web, vous avez tout un chacun qui peut parler, par exemple, des personnalités. Tout un chacun peut prendre la parole. Certains auteurs utilisent le terme de médias de web expressiviste. Et enfin, en bas à droite, c'est ce qu'on appelle l'étage conversationnel du web. WhatsApp, Telegram. Là, ce sont les tout-venants, les quidam, qui parlent entre eux. Des tout-venants, les quidam. C'est un deuxième facteur à prendre en compte. La conséquence de ce changement, c'est que ce qu'on appelle les gatekeepers, ceux qui tiennent la porte, anciennement du coup les grands médias, les grands organes de presse, se voient détrônés. Aujourd'hui, tout un chacun peut diffuser entre guillemets de l'information, avérée, vraie ou fausse. Disons, on peut dire que c'est un phénomène de désintermédiation. Et les algorithmes ont un rôle croissant dans cette dynamique. Ce sont les algorithmes qui, à partir de leur conception, d'une part, ont ce rôle, et d'autre part, les algorithmes sont aussi alimentés par nous, nos pratiques, nos échanges, nos commentaires, les hyperliens que l'on crée quand on crée un site Internet. Autre information importante qu'il faut avoir en tête, c'est ce qu'on appelle la loi de puissance, très répandue dans les mondes numériques. En réalité, sur Internet, 1% du contenu attire 80% des visites, de l'attention. Pour donner un exemple ici, le site du Monde attire à 8,1 millions d'abonnés, celui de Égalité et Réconciliation, un site d'extrême droite, 31 900. L'auteur compare la ville de Vierzon à celle de Mexico, pour se donner un peu une idée. Donc c'est très important d'avoir en tête ce type d'information qui vous donne le cadre du fonctionnement d'Internet pour insérer dans ce cadre votre lecture, votre compréhension des fake news. Autre facteur important à prendre en compte, c'est le rapport aux médias qu'on entretient depuis une dizaine, une vingtaine d'années, qui se modifie drastiquement. 38%, selon un sondage récent, 38% des personnes ont un intérêt fort ou très fort pour l'actualité. À mettre en perspective avec le fait que c'est le taux le plus bas depuis 30 ans. Donc l'intérêt pour l'actualité est moindre qu'il ne l'était. Ce même institut prétend que 0%, alors après c'est questionnable au niveau statistique, il faut un échantillon plus important pour pouvoir conclure cela. 0% des 18-24 ans consultent la presse écrite. Donc je vous partage cela avec des pincettes. Et enfin, le rapport à Internet comparativement à la radio. La radio est considérée par 50% des gens comme étant le média le plus fiable. C'est 2 fois moins pour Internet. Mais un quart des gens estiment que les infos qu'ils trouvent sur Internet sont vraies, sont justes. Un quart. Et aux États-Unis, 62% des gens s'informent uniquement par Internet. L'autre point, c'est le rapport
la relation aux experts, aux décideurs, aux gouvernants, aux scientifiques. Des études, des sondages s'accumulent pour dire qu'il y a une relation de doute, de méfiance, voire de défiance vis-à-vis des paroles des sachants, des experts, d'une part, des scientifiques, d'autre part, des gouvernants, des politiques, des décideurs. Donc cette diffusion et cette médiatisation des fake news vient s'intégrer à tout ce contexte qui le favorise aussi. Nous allons voir aussi les facteurs psychologiques. En tant que psychologue cognitiviste, ça m'intéresse particulièrement. Et l'idée, c'est de comprendre que, de par notre nature humaine, de par les limites de notre cognition, nous contribuons à ces phénomènes. Il est fréquent qu'on prenne part en fait au relais d'informations, peut-être pas complètement fausses, mais tronquées, erronées, approximatives. Le premier, c'est l'argument de l'ignorance. L'argument de l'ignorance, sa conséquence, c'est que, pour vous donner un exemple, je peux prouver qu'un cheval existe. Mais je ne peux pas prouver que les licornes existent. Par conséquent, il y a des personnes qui sont convaincues que les licornes existent, elles n'en démordront pas, et elles vous répondront, elles vous trouveront des arguments, on ne les a pas encore trouvés, elles se cachent, etc. etc. Disons que le corollaire de cet argument de l'ignorance, qui est typique du fonctionnement humain, est stimulé par le fait de trouver beaucoup d'informations sur Internet. Par exemple, on va faire le lien avec le conspirationnisme concernant les attentats du 11 septembre. Il est notable que ceux qui sont persuadés que les attentats du 11 septembre n'ont pas eu lieu, ou les tours ne se sont pas écroulés à cause des avions, mais pour d'autres raisons, on trouve sur Internet plus d'une centaine de théories explicatives basées sur la physique des matériaux, sur les cours de la bourse, sur la sismologie. Donc, en conséquence de cet argument de l'ignorance, en conséquence du fait que celui qui doute, celui qui est convaincu, va toujours avoir la capacité de vous envahir, de vous emporter sous un flot d'hypothèses, de théories qui s'accumulent et qu'on trouve facilement sur Internet, beaucoup plus facilement qu'avant. Parmi les biais cognitifs, certains sont plus ou moins connus. L'effet Barnum, par exemple, ça explique beaucoup l'attrait de beaucoup pour l'astrologie. L'effet Barnum, ça consiste à s'attribuer à soi des caractéristiques de personnalité qui sont vagues. On lit la description et on trouve que ça nous correspond. C'est un biais, pour illustrer ce que c'est qu'un biais cognitif, c'est une déformation du chemin que devrait tenir notre raisonnement. C'est une sortie de route. Ça s'explique par le fait que nous ne sommes pas parfaits pour raisonner, comparer, juger. Nous avons des déformations dans notre pensée. L'effet Dunning-Kruger, c'est très fréquent. On l'observe quand des personnes peu compétentes sur un domaine se surestiment et les personnes très compétentes se sous-estiment. C'est un biais très répandu. Pour ceux qui concernent davantage la question de la diffusion des fausses informations. Le biais qui est centralement concerné, c'est le biais de confirmation, qui est assez répandu, qui est assez connu. Le biais de confirmation, ça consiste à, parmi toutes les informations auxquelles vous pouvez avoir accès, c'est de ne porter attention, de sélectionner, de donner du crédit qu'aux informations qui confirment ce que vous pensez déjà, qui confirment vos croyances. Peut-être qu'intuitivement, ça vous parle. On a plus le goût d'aller chercher, lire des infos qui confortent ce qu'on pense. C'est plus inconfortable d'aller trouver des infos qui vont à l'encontre de nos convictions. S'agissant du biais d'omission, ça consiste, et du coup, on estime que ça contribue à la diffusion d'informations contre les vaccins. On préfère, quitte à prendre un risque qui a des conséquences, ne pas agir que d'agir.
On préfère ne pas vacciner son enfant si on a un doute sur l'innocuité ou pas de la vaccination. On préfère ne pas le faire plutôt que de le faire. Biais d'omission. Biais de croyance, ça consiste, quand un raisonnement est faux, incorrect, ça consiste à quand même être d'accord si on est d'accord avec la conclusion. C'est la conclusion qui influe notre jugement. Si elle va dans le sens de ce qu'on pense, on a tendance à valider le raisonnement qui est faux par ailleurs. Un autre effet, il y en a beaucoup, qui contribue à la diffusion des fake news, qui contribue aux déformations dans notre rapport aux informations, c'est le paradoxe d'Olson. Imaginez que vous avez un groupe de personnes qui sont censées travailler, collaborer ensemble, qui ont un intérêt commun, qui ont intérêt à collaborer. Dans le monde réel, tangible, pas sur Internet, ce serait compliqué de moins contribuer, de moins prendre part à l'effort collectif. Dans le monde réel, on se ferait remarquer, on se ferait peut-être recadrer ou exclure de ce groupe de travail. Le paradoxe d'Olson, c'est qu'il arrive fréquemment qu'en fait, les membres essayent, c'est la technique du laisser faire les autres, essayent de contribuer le moins possible en ayant quand même l'intention de tirer les fruits du travail commun. Sur Internet, c'est beaucoup plus aisé, c'est beaucoup plus facile. Ce paradoxe s'exprime plus pleinement. Sachez que, par exemple, pour Wikipédia, 100 contributeurs contribuent à 24% des publications des pages Wikipédia. Ce paradoxe d'Olson, pour vous donner une illustration de la caisse de résonance que lui donne une nouvelle technologie, que lui donne le web, concernant tous les mouvements complotistes, conspirationnistes, en fait, ces personnes qui sont convaincues, qui créent des sites internet, qui diffusent des informations, elles sont très motivées à l'idée de convaincre les autres. Or, la motivation, c'est ce qui manque pour les personnes touchées par le paradoxe. Du coup, les conspirationnistes, pour mettre une étiquette, sont beaucoup plus motivés à créer, diffuser des informations qui relayent leurs croyances, par opposition à la grande majorité, à tous ceux qui sont attristés, sidérés, atterrés par exemple par les platistes, mais qui n'ont pas la motivation à s'engager temporellement, à donner l'énergie mentale et à contre-argumenter sur Internet, être présent, occuper le marché cognitif. Cependant, on note que ceux qui s'opposent le plus aux écrits conspirationnistes sur Internet, ce sont tous les membres des mouvements dits sceptiques, rationalistes, qui prônent, qui militent pour la diffusion de la rigueur scientifique, de la pensée critique, qui sont du coup nos partenaires, nos alliés dans cette lutte contre les fake news. Ces mouvements-là créent entre 37 et 54%, en tout cas selon Gerald Bronner, et sur 5 thématiques conspirationnistes, complotistes majeures, ce sont eux qui créent 37 à 54% des contre-argumentations qui viennent lutter contre les publications complotistes, conspirationnistes. Parce qu'eux aussi sont motivés, dans un contexte de militance, à venir s'opposer et contre-argumenter. Enfin, ce même auteur, Gerald Bronner, énonce le théorème de ce qu'il appelle de la crédulité informationnelle. Crédulité dans le sens de la facilité, la tendance à croire n'importe quoi ou n'importe qui. Théorème de la crédulité informationnelle qui dit, en résumé, et j'y reviendrai en toute fin de présentation, que plus on fait face à une quantité d'informations non sélectionnées, informations avérées, croyances, plus la crédulité va augmenter. Un peu pessimiste, mais étayé par des recherches de Gerald Bronner. S'agissant des responsabilités, essayons de mettre à jour des acteurs qui contribuent à ce phénomène. Selon Arnaud Mercier, les militants politiques radicaux contribuent à ce phénomène en diffusant des fausses informations pour convaincre. Des puissances étrangères qui agiraient dans ce sens.
on a pu lire que la Russie, l'Iran contribuent à diffuser des fausses informations dans le domaine politique. Il y a plusieurs auteurs, il y a plusieurs publications dans des revues du domaine de la communication, de la politique, qui attestent que oui, il y a ce qu'on appelle des fermes à trolls, des officines, des organes plus ou moins clandestins, plus ou moins financés par des États, notamment la Russie, qui, avec des financements importants, créent des dynamiques où 500, 600 personnes travaillent à créer des comptes Twitter, à diffuser à l'aide de bots, de robots, des informations sur, d'une part, des thématiques, s'agissant des États-Unis, Trump, des thématiques polémiques, la communauté LGBT, des problématiques de racisme, des problématiques d'insécurité, en diffusant par exemple des fausses informations sur un incident technique grave qui aurait eu lieu dans telle usine chimique en Louisiane, par exemple. Les analystes politiques interprètent cela dans le sens d'une volonté de cibler un électorat déjà favorable à Trump et pour qui ces thématiques-là sont délicates, de les cibler pour avoir une influence sur leur vote. On a vu précédemment qu'en fait, rapporter à Internet, ces actions n'ont pas un effet significatif. Ils touchent un électorat déjà convaincu. La majorité, comme on l'a vu tout à l'heure, des fausses informations touchent un électorat déjà convaincu. On évoquait les sites d'information parodiques. Le risque pointé par cet auteur, c'est que ça crée ces sites d'information parodiques qui publient des fausses informations assumées et présentées comme telles. Vous vous renseignez sur le site, il vous spécifie bien que tout est faux, que c'est à but satirique, humoristique. Certains auteurs pointent du doigt le fait que ça peut créer une zone grise entre les vraies informations et les fausses informations. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure d'Emmanuel Macron, qui malgré des dénégations répétées, est quand même victime de la diffusion de la fausse nouvelle, comme quoi il ne veut pas serrer la main d'ouvrier, qu'il veut se laver les mains, qu'il sent avoir les mains sales toute la journée après avoir serré la main d'un ouvrier. Les sites d'information parodiques, malgré elles, contribuent à cette dynamique, selon certains auteurs. Quand elles sont reprises de manière intentionnelle, tout comme parfois elles sont reprises de manière non intentionnelle. Je ne m'étendrai pas dessus, mais Christine Boutin, femme politique, a cité le Gorafi, en pensant que c'était avéré. Les plateformes des réseaux sociaux, plusieurs auteurs pointent leur responsabilité. Et c'est lié à l'économie des fake news. L'économie des fake news est en grande partie basée sur la publicité. 235 millions de dollars par an sont attribuables, dans le domaine de la publicité, aux fake news. Il faut comprendre que le marché de la publicité a évolué avec Internet. Auparavant, on achetait des pages de publicité dans des médias. Aujourd'hui, le commanditaire, celui qui veut diffuser sa publicité, passe par des régies publicitaires qui ont comme moyen d'aller diffuser votre publicité sur une centaine de sites Internet et qui se basent sur vos données personnelles. Votre historique de navigation, votre langue, toutes les informations qu'elles peuvent trouver sur vous sur Internet. Ces données sont monnayées. Et cette régie publicitaire se targue, vend au commanditaire sa capacité à présenter la bonne publicité à la bonne personne au bon moment. Et il y a beaucoup de publicités qui apparaissent sur des sites diffusant des fake news. Il y a plusieurs exemples. Je vais vous donner celui de la Macédoine, où des jeunes adolescents créent des pages Internet, diffusent des fausses informations, et la politique américaine, et notamment Donald Trump, pourquoi ? Parce qu'il y a une demande et que leurs pages sont très consultées, et ça leur donne des revenus très importants, au-delà de 3 000 € jusqu'à 10 000 € par mois.
Donc, l'économie connexe aux fake news contribue à cette dynamique. Et il faut avoir à l'esprit que pendant longtemps, la plateforme Facebook n'a pas de sa propre initiative pris de mesures pour lutter contre les fake news. Il y a des mouvements montés par des associations pour dénoncer la place de la publicité et leur lien avec les fake news. Sleeping Giants, les géants qui dorment, est une plateforme qui a beaucoup de succès. Sur Twitter, elle met les commanditaires des grandes marques telles que LVMH, des grandes marques de l'agroalimentaire comme Unilever. Elle les met face à leurs responsabilités en dénonçant le fait que telle ou telle de leurs publicités apparaît sur tel ou tel site qui diffuse des fausses informations. Et ça a un relatif succès. Plus de 4000 publicités ont été, plus de 4000 marques ont enlevé leur publicité du site de Steve Bannon, Breitbart News, qui est un site reconnu d'extrême droite américaine. Donc ces mouvements-là poussent les commanditaires des publicités, poussent les entreprises à davantage d'éthique, utilisons ce mot, dans ce domaine. Une autre responsabilité qui est pointée, c'est celle, d'entre guillemets, du mauvais journalisme. On l'a évoqué avec les exemples de dérives médiatiques. Il y a des auteurs qui dénoncent le fait qu'avec le développement d'Internet, la temporalité a changé. Il y a une notion de vitesse, il y a une notion de flux continu d'informations. Il y a en proportion, selon certains auteurs, moins d'articles de fond, moins d'articles qui permettent au lecteur de contextualiser l'information, d'avoir du recul, de développer un esprit critique sur une problématique en mettant en avant les contradicteurs d'un sujet. Et par contre, une accumulation de faits, parfois des détails insignifiants, contribue aussi à ce qu'on puisse appeler ça du mauvais journalisme, qu'on puisse appeler ça de la malinformation, au-delà du fait dans un domaine connexe, puisque parfois le journalisme et la communication se mêlent à ce qu'on appelle le lobbying, le fait de vouloir influencer les décideurs politiques. Et donc, il y a plusieurs scandales dont vous avez peut-être entendu parler, les Tobacco Papers, qui ont montré que des scientifiques, en échange de monnaie sonnante et trébuchante, ont publié des articles scientifiques pour contrer les allégations d'effets cancérigènes du tabac. Concernant le glyphosate, grâce aux fuites d'informations, les leaks, nous savons aujourd'hui que des scientifiques reconnus ont mis leur nom sur des publications, en fait rédigées par des scientifiques de Monsanto, pour nier les effets cancérigènes du glyphosate. Selon Arnaud Mercier, ça contribue aussi à créer de la méfiance, de la défiance, du doute vis-à-vis du travail des journalistes et vis-à-vis du travail des scientifiques. Enfin, les responsables politiques. Il y a malheureusement beaucoup d'exemples du manque de scrupules, du manque d'éthique des responsables politiques, un des plus marquants à ce jour étant le fait de vouloir convaincre l'opinion publique qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, alors que rapidement, quelques mois après, l'armée américaine a reconnu que ce n'était pas le cas. Un autre exemple de défiance envers les politiques, et certains auteurs avancent le terme de société du doute. Société qui se base de moins en moins sur un accord consensuel sur des événements majeurs qui auraient eu lieu, que ce soit politique, économique. Alors, au niveau des moyens d'action, concrètement, il y a plusieurs acteurs parmi ces moyens d'action que je vais présenter. Des moyens étatiques, légaux. En décembre 2018, a été promulguée la loi française contre la manipulation de l'opinion. Malgré des réticences du Conseil constitutionnel, l'opposition pendant un temps du Sénat, cette loi est passée. Point positif, elle réclame plus de transparence concernant le fonctionnement des algorithmes. Elle réclame plus de transparence au niveau du financement des plateformes numériques. Tout ceci dans le domaine politique. Et tout ceci applicable que pendant les périodes électorale, il faut l'entendre.
Cette loi donne des prérogatives plus importantes au CSA, Commission supérieure de l'audiovisuel, pour lui permettre de stopper des licences de diffusion de chaînes qui seraient suspectées de diffuser des fake news. Voilà pour les points positifs. Mais au niveau des points qui sont critiqués, qui font débat, le terme de cette loi, allégation de nature inexacte ou trompeuse. De nombreux auteurs, il y a quasiment consensus dans ce domaine, trouvent qu'il y a un risque concernant la liberté d'expression. Il est complexe de trier la nature vraie ou faux dans le domaine politique d'une information. Il faut trier entre les exagérations ou l'ironie de telle prise de position ou de telle information, ce qui est de l'ordre de l'opinion, ce qui est de l'ordre de l'erreur, ce qui est de l'ordre de l'approximation. Venir faire le tri est un vrai casse-tête. Donc, risque de glissement, comme le pointe Bernard-Henri Huyghe, glissement qui mènerait à sanctionner des partis pris, sanctionner du militantisme, sanctionner un point de vue, une grille d'analyse, sanctionner des pensées douteuses ou des intentions. Voilà la pente glissante sur laquelle peut mener ce genre de loi. Autre acteur au niveau des moyens d'action, dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation, EMI, éducation aux médias et à l'information, tout simplement au niveau de l'éducation nationale. EduScol, par l'intermédiaire notamment du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, met à disposition des enseignants, que ce soit du primaire, du secondaire, tout un tas de contenus pédagogiques pour entraîner, développer ce socle de base de maîtrise de l'information. On va y revenir un peu plus tard, plus en détail, sur les composantes, les critères de ce socle de base. L'association e-Enfance, I de Electronic, qui fait un travail remarquable, non seulement relativement aux fake news, pour intervenir dans les écoles, donner des supports pédagogiques aux enseignants, former les enseignants, donc que ce soit sur les fake news, que ce soit sur le cyberharcèlement, le harcèlement scolaire, l'usage des réseaux sociaux par les jeunes. Vous avez des acteurs et des actrices individuelles, Sophie Mazet, enseignante en lycée, et qui depuis 2007 a mis en place des ateliers d'initiation à l'esprit critique, et autrice d'un livre, Manuel d'autodéfense intellectuelle. Là, cette intervention est reconnue. Marie-Rose Farinella est une ancienne journaliste, devenue institutrice, profil idéal, entre guillemets, qui a été primée pour son travail, reconnue, palme académique, un prix à l'UNESCO, dans la mesure où elle intervient dans une classe, la classe d'Isabelle, qu'on voit ici, lors de 16 sessions tout au long de l'année, de 45 minutes, en collaboration avec la chaîne YouTube Hygiène Mentale que j'ai évoquée tout à l'heure et le travail remarquable de Christophe Michel, en collaboration aussi notamment avec des supports pédagogiques des observateurs sur France 24. Et donc, elle a créé, depuis 2014, chaque année, des interventions avec les élèves où ils s'appellent eux-mêmes les Hoaxbusters. Donc le terme de hoax, c'est un terme moins usité aujourd'hui. Au début d'Internet, un hoax, c'était surtout les plus grosses carabistouilles possibles qu'on voulait faire avaler au plus de monde possible. Exemple, il y aurait des mini-crocodiles, des bébés crocodiles dans les égouts de New York, qui se baladeraient dans la tuyauterie, un canadair qui aurait rempli son réservoir dans la mer et qui aurait embarqué un nageur et l'aurait balancé sur le feu. Donc les hoax, ça avait davantage tendance à être ce genre de fausses informations, plutôt du côté humoristique, plutôt pour marquer les esprits, faire rire que convaincre. Là, il a été entendu par analogie avec le terme Ghostbusters. Et donc, ces enfants étaient aussi accompagnés sur une forme de rituel où ils recevaient un diplôme à la fin et où ils jurent sur la tête de la souris de leur ordinateur que
avant de diffuser, partager toute information, ils vont la vérifier, selon tout un rituel comme ça, très rigolo. Et ils ont aussi constitué des masques, qui étaient utiles aussi pour préserver leur anonymat lors des vidéos. Ils ont constitué un masque constitué de coupures de journaux. Et donc, lors de ces interventions, les objectifs sont de développer l'esprit critique, de les aider à distinguer les faits avérés des fake news, de les rendre, d'en faire des cyber-citoyens plus responsables. Je mets au défi pas mal d'entre vous, et moi y compris, d'être aussi affûtés qu'ils ne le sont. Vous le verrez dans une ou deux vidéos, et je vous invite à aller regarder les 4 vidéos de 15-20 minutes qui sont sur YouTube. Et les critères qu'ils prennent en compte sont le fait de développer la notion de point de vue. Vous allez voir qu'en filigrane, ce sont des notions du journalisme, en fait. De leur faire comprendre la distinction entre les notions d'objectivité et de subjectivité, de les aider à remonter aux sources, de croiser les infos, de contextualiser, d'analyser des images, d'analyser le cadrage des photos. Tout cela au moyen de débats, d'ateliers pratiques très concrets, et aussi d'usage d'outils techniques. On a évoqué tout à l'heure des moteurs de recherche d'images inversés. En gros, au lieu de taper du texte, vous utilisez une photo pour trouver ces traces sur Internet. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit intermède d'échange de 5 minutes ? Les sites distants m'envoient des questions et j'ai la capacité de les modérer et de les projeter. Donc il y a une question qui est arrivée pendant votre intervention qui me semble intéressante. Quels sont donc les intérêts des fake news pour les médias ? Pourquoi les médias s'intéressent aux fake news ? C'était au moment où vous parliez de cette relation médias et fake news. Alors, pour bien comprendre la question, pourquoi les médias s'intéressent aux fake news ? Oui. Alors, je vais répondre tel que je comprends la question. Je vais la reformuler. Pourquoi est-ce que les médias s'intéressent aux fake news ? Est-ce qu'on est d'accord ? Mon point de vue est que les médias, les journalistes, pour eux, les fake news, ça peut contribuer à décrédibiliser leurs actions. C'est révélateur du fait qu'ils ne sont plus, le terme que j'ai utilisé tout à l'heure, qu'utilise Dominique Cardon, les médias sont bien moins qu'il y a 20 ans des gatekeepers, ils sont ceux qui tiennent la porte entre ce qui devient accessible, ce qui devient diffusé au grand public. Ils perdent ce pouvoir, il est bien moindre, la presse écrite est en grande difficulté, et il y a une reconfiguration des médias selon le format numérique. Donc l'intérêt des journalistes pour les fake news est évident parce que, premièrement, ils doivent veiller à garder de la crédibilité, et ça fait le lien avec la suite. La plupart des grands organes de presse, Le Monde, Libération, pour donner quelques exemples, ont créé, ici le Décodex, ont créé des pages internet, des moteurs de recherche pour revérifier les infos, faire ce qu'on appelle du fact-checking. Donc, il est dans leur intérêt de proposer des outils pour lutter contre les fake news. Voilà ma première réponse. Oui, je crois comprendre que nous ne sommes pas tous égaux devant les fake news, en tout cas dans la perméabilité aux fake news et dans la façon dont on les reçoit. Est-ce qu'il y a un public, d'après vous, un peu plus sensible aux fake news ? Je ne sais pas moi, les jeunes, les vieux, ceux qui ont une idéologie, une politique Alors, nous ne sommes pas tous égaux face aux fake news. Les biais de la pensée, les biais cognitifs que j'ai illustrés, le paradoxe d'Olson, l'argument de l'ignorance, ils nous concernent quasiment tous. Ils sont répandus parce que c'est le propre de la cognition humaine. Mais c'est peut-être contre-intuitif, mais des études montrent que le niveau d'éducation, le niveau de diplôme ne prémunit pas contre le fait d'être victime de fake news ou d'en partager. Selon moi, mon point de vue est de dire qu'il faut, ce sera dans la conclusion, un véritable travail d'éducation aux médias, pas seulement chez les jeunes générations, pour nous donner les outils face au traitement de l'information, à l'actualité, aux médias. Donc j'aurais davantage tendance à dire que nous sommes égaux face à cette difficulté. Il est intuitif, il est fréquent de penser que c'est davantage une partie de la population qui en est victime. Disons que c'est davantage le cas pour tout ce qui est conspirationnisme, complotisme. Mais pour les fake news, non, je dirais que nous sommes plutôt égaux.
Lorsque vous montrez au début une photo qui a été trafiquée, où on montre qu'un monsieur avec une pelle où il ne doit pas être. Ensuite, vous donnez des exemples de photos qui illustrent faussement des reportages ou alors un ministre ou je ne sais pas qui prétend. C'est pas la même fausseté, c'est faux tous les deux, mais dans un cas, la photo elle-même est fausse. Dans les autres cas, la photo, elle est vraie. C'est simplement ce qui est faux, c'est la manière, c'est ce qui l'enrobe, c'est la manière dont elle a été prise. Dans un cas, il y a eu un montage photo, et dans l'autre cas, la photo est véridique, mais c'est le commentaire et la contextualisation, le point de vue. Et du coup, c'est toujours un peu difficile d'argumenter là-dessus, parce que les gens peuvent dire à raison, mais la photo, elle est vraie, et la photo, elle est vraie. Vous voyez, voilà, c'est tout. C'est là où il faut être précis dans l'argumentation et le dire, oui, la photo est vraie, mais pas le lieu, pas le commentaire, pas le contexte présenté par celui qui le diffuse. Tout à fait. Mais oui, c'est une nuance importante. Ça fait partie de types, de catégories de fake news différentes. À un moment, vous parlez des fake news par rapport à l'influence que ça peut avoir d'un point de vue politique, et vous citez des chiffres qui sont relativement bas, effectivement. Mais il me semble, vous allez me dire quel est votre avis, que des petits chiffres peuvent faire basculer une élection et qu'il ne faut peut-être pas complètement les négliger. Oui, j'entends votre vigilance. Ce que j'ai partagé avec vous, c'est le fruit de résultats d'études qui se targuent d'avoir veillé à être vigilants, justement. Après, intuitivement, oui, j'entends ce que vous dites. Quand on entend que le résultat à certaines élections se joue à quelques milliers d'électeurs, là, on évoquait les élections américaines où il y a des millions d'électeurs, ou le Brexit où il y a des millions d'électeurs. Donc peut-être que la masse d'électeurs concernés peut varier sur les faits. Mais l'étude que j'ai partagée avec vous évoquait des élections de grande ampleur. Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir, on parle des fake news, mais je crois qu'il y a un autre phénomène qui s'y apparente, ce sont les deepfakes ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça correspond au même schéma et ça suit la même législation et autres dont vous avez parlé? Donc les deepfakes, est-ce que tout le monde est informé de ce phénomène? Donc un deepfake, donc fake, faux, deep vient du terme deep learning, on va dire l'intelligence artificielle, le traitement informatique poussé, complexe et en grande quantité de données. Un deepfake, c'est le fait de pouvoir diffuser une vidéo d'une personne, modifier son visage comme un effet spécial en fait de film. En gros, un deepfake, c'est comme un effet spécial digne d'un grand film hollywoodien où vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'effet spécial et que la vidéo est véridique. Et donc ça commence à être problématique parce qu'on a vu se diffuser des expérimentations de la technologie, des deepfakes, où on voit Barack Obama prononcer, avec la bouche qui s'articule quasi parfaitement, des phrases qu'il n'a jamais dites. Donc, j'y reviendrai dans la conclusion, mais oui, selon moi, c'est complètement connexe à ce sujet. Les fake news questionnent l'influence des technologies sur notre rapport aux informations. Les deepfakes questionnent notre rapport à la perception. Et donc, il y a de nombreux auteurs qui s'alarment sur les conséquences que ça peut avoir. Des fictions, une série qui s'appelle Years and Years, années, en traduction française, Years and Years, illustre ce phénomène. En Angleterre, en 2030, tel homme ou femme politique se voit victime d'un deepfake, se voit victime d'un bout de vidéo qui lui fait dire des choses horribles, et la personne, l'homme politique, officiellement nie avoir dit ça. Mais là, dans ce domaine-là, avec cette technologie-là, la proportion de gens qui ne la croient pas et doutent peut potentiellement exploser, puisque les gens, perceptivement, au niveau de leur perception de la vidéo, sont convaincus que la personne a tenu ce discours. Donc oui, tout à fait, le phénomène des deepfakes vient accentuer ces questions-là.
En fait, ce que vous nous dites, ou ce que je perçois un peu de tout ce que vous avez dit, c'est le problème, c'est toutes les technologies, c'est tous les outils qu'on a. Parce que Staline, il avait déjà truqué des photos. C'est pas d'aujourd'hui qu'on truque des documents, qu'on triche sur des documents. Simplement, on a les moyens aujourd'hui de tricher de façon phénoménale et de diffuser cette tricherie. Mais c'est pas d'aujourd'hui de falsifier des documents. Quand on travaille sur des archives, il y a des documents d'état civil, voilà, il y a des filiations bizarres, on trouve plein de choses quand on travaille sur des archives. À partir du moment où il y a eu l'imprimerie, etc., ou les archives manuscrites. Et puis les photos, quand elles ont commencé à apparaître, premier outil, première technologie, ont été aussi utilisées dans des propagandes politiques, Oui. et etc., etc. Enfin, je suis d'accord avec vous, la technologie vient accentuer, vient donner des outils complémentaires, plus performants, qui trompent de manière plus efficace que des pratiques que vous décrivez qu'on avait avant depuis 20, 30, 50 ans. Dans le passé. Oui. Et donc, en fait, l'enjeu, c'est aussi que dans les institutions, par exemple la justice, quelles sont les pièces que la justice va accepter comme élément de preuve dans une affaire, pour juger d'une affaire, et quels sont les documents qu'elle ne peut pas accepter, parce qu'effectivement, il peut toujours y avoir un doute. Et on revient à la question du doute que vous évoquiez tout à l'heure, que je trouve assez intéressante. Oui. Est-ce qu'on va vers une société du doute, puisque finalement, à quoi peut-on se fier? Tout à fait. Puisque les supports ne nous garantissent pas la véracité. C'est une vraie question, tout à fait. Je vais reprendre pour avoir le temps de conclure. Donc, allons au questionnement que cela soulève selon mon point de vue et partagé par plusieurs auteurs. Je me base sur plusieurs auteurs. Certains, Arnaud Mercier met ça en avant, s'inquiètent d'une sorte de délitement démocratique. Le fait qu'on ne puisse plus, ou plus difficilement, se mettre d'accord sur un ensemble d'informations partagées vient mettre en danger les débats démocratiques. On l'a évoqué avec les élections. Mais attention à ce qu'on appelle le déterminisme technique. Plusieurs fois dans l'histoire, avec l'avènement d'une nouvelle technologie, la radio, la télévision, il y a eu de grandes peurs que ces technologies viennent biaiser, tromper, influencer les masses. Or, plusieurs auteurs estiment, dans le domaine politique, que les fake news n'ont pas d'effet significatif et qu'ils peuvent, à l'inverse, détourner l'attention de questions socio-politiques de fond. Et le fait que des hommes politiques mal intentionnés argumentent que les fake news sont la cause de tels maux, c'est critiquable. Donc, vigilance. Bernard-Marie Huyghe met en avant deux points de vigilance. Le fait que les fake news viennent illustrer ce qu'il appelle des nouvelles ou des accentuations, des approfondissements de fractures de la société. C'est comme s'il y avait d'un côté ceux qui croient en la science, ceux qui sont modernes, ceux qui sont ouverts, qui accusent en face ceux qui sont influencés par les fake news, qui ne s'appuient pas sur les faits. Et ce faisant, cela peut créer une sorte de rupture idéologique qui mène à la disqualification de l'autre. Le fait de dire que l'autre, au-delà de ses convictions, n'est pas apte à raisonner, est illusionné. Lui faire perdre la face, comme on l'a énoncé plus tôt selon les mots du sociologue et linguiste Erving Goffman, faire perdre la face à son interlocuteur dans le cadre d'un débat pour avoir le dernier mot, en imputant les fake news, le fait que cette personne croit un fake news pour la disqualifier et la sortir du débat. Plusieurs auteurs, dont je suis, disent que, en fait, il faut être vigilant aux vrais pouvoirs qui viennent alimenter tous ces fonctionnements. Le pouvoir des algorithmes, le pouvoir des acteurs du haut de la loi de puissance, ceux qui sont les plus visibles, le pouvoir qu'ont ces acteurs, les grandes entreprises du monde numérique, Google, Amazon, Facebook, etc., le pouvoir qu'ils ont de donner de la visibilité et l'économie sur laquelle, nous l'avons illustré, et sur laquelle est basée les fake news, basée sur le commerce de nos goûts, de nos données personnelles, et le commerce de notre attention, ce qui captive notre attention et ce qui détourne notre attention. Donc selon moi, ce qu'il faut conclure, c'est que
il y a les symptômes d'une société du doute. Les fake news viennent accentuer des difficultés, des tendances préexistantes, où il y a une défiance, une méfiance en fait envers les journalistes, envers les scientifiques, envers les hommes politiques. Et les fake news viendraient contribuer à cette défiance en l'alimentant. Il faut se méfier du phénomène dit du déterminisme technique, ne pas attribuer trop de poids aux technologies. Le vrai pouvoir des algorithmes, je l'ai cité. Le fait que, du coup là, nous n'avons pas vu les vidéos, mais l'éducation aux médias devient, selon moi, primordiale. On ne peut plus, à notre époque, comparé à il y a 20 ans, se promener et s'informer de manière non sérieuse. Il faut choisir ses sources, écarter certaines sources, trier, apprendre à trier et avoir des rudiments, des bases du métier de journaliste. Recoupement des informations, retrouver la source, déterminer si cet auteur d'article donne son identité, est-ce que c'est sa véritable identité, est-ce qu'il présente les informations de manière partiale ou est-ce qu'il les présente contextualisées avec les partis pris des oppositions d'une part et d'autre part. Travail de journaliste. Là, du coup, on l'a moins illustré du fait des petites coupures, mais l'impact, pour le coup, réel de l'étage conversationnel du web. WhatsApp, Telegram, le fait que, concrètement, en Inde, il y a eu des morts parce qu'il y a eu des rumeurs qui sont diffusées comme quoi il y a des prédateurs sexuels, des violeurs qui sont en liberté. Des hommes se sont fait tuer, innocents, à partir de ces rumeurs diffusées sur ces fils de discussion, WhatsApp, Telegram, l'étage conversationnel du web. Cet impact-là est réel et peut être massif. Enfin, les biais psychologiques que j'ai introduits, qui nous expliquent que, en tant qu'humains, avec les limitations qu'on a, nous sommes partie prenante, nous avons notre responsabilité dans ce mécanisme, dans cette dynamique. Et deux choses pour conclure. La première, c'est que pour éviter les biais, en tout cas diminuer la probabilité qu'elles arrivent, il faut en être informé, tout simplement. Il faut savoir qu'elles existent. Tout comme pour pas tomber, pour ne pas prendre les pieds dans une flaque, il faut tout simplement la voir avant, être informé de son existence, aussi basiquement que cela. Et pour terminer, le théorème de la crédulité informationnelle. On dirait qu'il y a un souci de diapositive. Oui. La crédulité informationnelle, ça consiste, selon Gérald Bronner, à ce que plus il y a d'informations disponibles sur Internet, qu'elles soient avérées ou qu'elles soient fausses, plus la crédulité va augmenter, plus la probabilité que les croyances se perpétuent est importante. Donc c'est intrinsèquement lié à la technologie.